Hey, pour continuer les vidéos du thème septembre, mois du massacre fiscal, aujourd'hui on parle de l'impôt sur la fortune immobilière, alias l'IFI, qui a remplacé en 2018 l'impôt de solidarité sur la fortune, alias l'ISF, dans un effort de recentrer la taxation sur les patrimoines immobiliers importants. Et comme tu le verras sur internet, voire sur certains sites de juristes et d'avocats ou même de CGP, il y a de nombreuses erreurs répandues sur cet impôt très simplement évitable. C'est d'autant plus négatif que contrairement à l'ISF qui portait sur la totalité du patrimoine d'un individu, incluant les actifs mobiliers dont les actions et immobiliers, mais excluant les objets liés à l'art. Pour une anecdote que je te dirai en fin de vidéo, un peu drôle, car lorsqu'il a créé l'ISF, et oui je dis il car c'est un monsieur précis qui l'a en majorité bâti, et surtout l'horrible paradoxe qu'offre l'IFI à toutes les personnes avec un gros patrimoine. Donc en introduction, l'IFI lui ne concerne que la valeur nette du patrimoine immobilier détenu par un contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition. On peut donc dire que juste la valorisation de millions d'euros d'actions, peu importe le revenu versé, ne génère plus d'impôts, ce qui est partiellement problématique au-delà de certaines sommes type à partir de 3 millions de valeur de part hors sa propre société, mais on verra pourquoi dans une prochaine vidéo. Et en fin de vidéo, je me permettrai une opinion disons un peu plus violente et un poil moins professionnelle, mais avant ça, il faut déjà que je te montre ce qu'est l'IFI. Donc, premièrement, qui est concerné par l'IFI ? Les contribuables donc dont la valeur nette du patrimoine immobilier excède les 1,3 million d'euros sont donc soumis à l'IFI. Néanmoins, ce n'est pas ce seuil de 0 à 1,3 million qui déterminera la base taxable. Et c'est justement ça qui n'est pas assez répété. Car oui, on paie l'IFI à partir de 1,3 million, mais il y a deux nuances supplémentaires à apporter. La valeur nette prend en compte les dettes associées aux biens immobiliers, comme les crédits immobiliers ou les dettes liées à des travaux. Ce seuil de 1,3 million d'euros est calculé après avoir soustrait les dettes déductibles. Mais attention, à partir du moment où votre patrimoine net immobilier atteint les 1,3 million, vous serez taxable selon le barème à partir de 800 000 euros de patrimoine immobilier. Et autre point capital, si vous êtes marié ou pacsé, votre plafond d'IFI devient commun de 1,3 million pour deux. De quoi faire repenser à l'optique de s'unir devant l'autel. Selon les statistiques de la DGFiP, en 2023, environ 176 000 foyers ont reçu une petite surprise de l'administration fiscale, un avis d'impôt sur la fortune immobilière, représentant un joli total de 1,9 milliard d'euros. Ce chiffre est en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Pourquoi cette hausse ? Principalement parce que 7% des foyers supplémentaires sont devenus imposables, même si la valeur moyenne du patrimoine par foyer est restée stable. Et les dons dans tout ça ? Ils ont aussi grimpé avec une augmentation de 8% par rapport à 2022, offrant ainsi à certains une réduction bienvenue sur leur IFI. Car oui, pas mal de personnes préfèrent payer 34% de plus mais donner à une association que 34% de moins et donner à l'IFI. Après, les dons restent plafonnés à 20% du RI, revenu imposable par an, mais sont reportables. Passons, quels sont les biens pris en compte ? Seuls les biens immobiliers et droits réels immobiliers sont pris en compte dans le calcul de l'IFI. Cela inclut les résidences principales et secondaires, les biens en location, les parts de société pour la fraction correspondant à la valeur de l'immobilier détenu indirectement, par exemple via des parts de SCI, SCPI ou OPCI, les terrains constructibles et les terrains agricoles selon leur statut fiscal. Cependant, certains biens immobiliers peuvent être exonérés en totalité ou partiellement, comme les biens professionnels ou certains investissements dans des sociétés immobilières à vocation sociale, voire les monuments historiques ou des parts dans des forêts qui sont utilisées pour défiscaliser. Si ce thème t'intéresse, dis-le moi et je te présenterai cette solution de manière détaillée. L'IFI est calculé selon un barème progressif qui commence à 0,5% pour un patrimoine net imposable supérieur à 800 000 euros et qui peut atteindre jusqu'à 1,5% pour un patrimoine excédant 10 millions d'euros. Petite précision, un abattement de 30% est toutefois appliqué sur la valeur de sa résidence principale, ce qui réduit le montant imposable pour les contribuables qui détiennent leur logement principal en pleine propriété. Voici quelques exemples pour t'éclairer.
Pour une personne avec un patrimoine immobilier de 1 600 000 € sans résidence principale, on considérera un patrimoine net taxable de 1 600 000 €. Et donc pour le calcul de l'IFI selon le barème, les premiers 800 000 € seront exonérés et les 800 000 € suivants, de 800 000 € à 1,6 million, sont taxés à 0,5%. L'IFI à payer sera donc de 800 000 € fois 0,5 et donc égale 4 000 €. Pour une personne avec un patrimoine immobilier de 1,6 million, dont la résidence principale valant 1 million, le patrimoine net taxable sera donc de 600 000 €, le patrimoine immobilier sans la résidence principale. Et en ce qui concerne la résidence principale, on y enlèvera 30%, ce qui équivaudra à une valeur de 700 000. Donc le patrimoine total net taxable sera de 1,1 million. Ici, le plafond des 1,3 million n'est pas atteint, donc il n'y aura pas d'IFI à payer. Maintenant, autre exemple, pour un couple pacsé ou marié avec un patrimoine immobilier de chacun 850 000 € et qui représente pour chacun une maison et un appartement principal, ayant été leur précédent foyer fiscal, ou autrement dit résidence principale, on aura donc un patrimoine net taxable qui équivaudra à la maison ou l'appartement qui devient leur résidence principale, donc on prendra 850 000 € pour l'autre bien en totalité. Et pour la résidence principale, on prendra donc 850 000 € auxquels on enlèvera 30%, ce qui donnera 595 000 €. Ajouté aux 850 000 € de l'autre bien, cela équivaudra à 1 445 000 €. Et le calcul de l'IFI selon le barème se décomposera donc comme cela. Les premiers 800 000 € seront exonérés et les 645 000 suivants, donc de 800 000 € à 1 445 000, sont taxés à 0,5%. L'IFI à payer sera donc de 645 000 fois 0,5%, ce qui équivaudra à 3 225 €. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. L'IFI est déclaré en même temps que l'impôt sur le revenu via un formulaire spécifique, le 2042-IFI. Les contribuables doivent déclarer la valeur de leur patrimoine immobilier au 1er janvier de l'année de l'imposition. Ils sont également tenus de détailler leurs actifs, leurs dettes déductibles et les éventuelles exonérations auxquelles ils peuvent prétendre. En effet, certaines dettes sont déductibles du calcul de l'IFI, comme les crédits immobiliers, les dettes de travaux, les impôts dus comme la taxe foncière au titre des biens immobiliers. En revanche, les dettes liées à des investissements dans l'immobilier locatif via des sociétés comme les SCPI ne sont que partiellement déductibles. Disons que ça dépend des situations, et si je vous dis que c'est toujours déductible, je suis une mauvaise gestionnaire de patrimoine. Mais disons qu'on peut légalement faire en sorte que ça peut l'être, mais si rien n'est fait, ce n'est pas du tout systématique. Par ailleurs, il existe un mécanisme de réduction de l'IFI grâce aux dons. Un contribuable peut obtenir une réduction d'impôt de 75% des dons réalisés à certaines associations ou fondations reconnues d'utilité publique, dans la limite de 50 000 €, mais il ne faut pas confondre avec la limite de 1 000 € pour certains dons à 75%, où là ce n'est pas lié qu'à l'IFI et bien limité à 1 000 € par an. Par ailleurs, l'IFI est soumis à un mécanisme de plafonnement. L'impôt total payé par un contribuable, IFI plus impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, ne peut pas excéder 75% des revenus de l'année précédente. Si ce plafond est dépassé, l'IFI est réduite et due en l'occurrence en N+1. En réalité, c'est normal. Voyons là si un agriculteur, si au décès de ses parents, ils héritent de terres cultivables ou de son père et que ça vaut des millions, car il y a beaucoup de champs, il n'est pas normal qu'il paie la même chose qu'une personne qui hérite d'un immeuble au même prix. Et justement, l'année où il a été instauré, ce problème avec les agriculteurs s'est présenté plusieurs fois. D'où une action du législateur pour atténuer ça. Je dis atténuer et non corriger car il y a encore quelques injustices à ce niveau. Et en fonction des statuts choisis, les agriculteurs sont un peu trop pénalisés. En ce qui concerne l'administration fiscale, exerce un contrôle a posteriori sur les déclarations d'IFI. Elle peut également demander des justificatifs des valeurs déclarées, comme des expertises immobilières ou des documents prouvant la déductibilité de certaines dettes. En cas de sous-évaluation du patrimoine, l'administration fiscale peut procéder à un redressement, entraînant des pénalités et des intérêts de retard. Il est donc recommandé de faire appel à des experts comme des notaires ou des évaluateurs immobiliers pour évaluer avec précision les biens immobiliers, notamment lorsqu'il s'agit de biens complexes ou de parts de société. L'IFI s'était inscrit dans une volonté du gouvernement de simplifier la fiscalité du patrimoine et de favoriser l'investissement productif en épargnant les actifs financiers et mobiliers. Tandis que l'ISF
taxer l'ensemble du patrimoine immobilier, financier, mobilier. L'IFI limite l'assiette de taxation au seul actif immobilier. Cela a notamment permis à de nombreux contribuables fortunés dont la richesse est essentiellement mobilière de sortir du champ d'imposition. En conclusion, l'IFI est un impôt ciblé sur les patrimoines immobiliers significatifs. Il incite les contribuables à diversifier leurs actifs vers des investissements productifs non taxables, comme les actions, les obligations ou placements financiers, tout en continuant à taxer les patrimoines immobiliers considérés comme non productifs. Le plafond d'imposition et les possibilités de réduction par les dons offrent également des outils d'optimisation à ceux qui y sont assujettis, sauf qu'il faut être honnête, l'IFI a été fait pour être totalement, voire très majoritairement évitable. C'est donc un impôt très hypocrite. De plus, jusqu'à certaines sommes, sur des millions d'euros d'immobilier, on peut déduire toute la dette. Ce qui fait que pour les gros patrimoines, il y aura une préférence. Autant augmenter régulièrement la dette pour augmenter son patrimoine que payer l'IFI. Car rembourser de la dette bancaire fait agrandir ton patrimoine alors que payer l'IFI t'appauvrit. C'est donc une réelle asymétrie dans le but de l'IFI qui doit rapporter de l'argent à l'État et le fait de laisser aux gens très aisés le choix. Tu préfères agrandir ton patrimoine ou payer l'État français ? Donc c'est un impôt très mal conçu qui laisse ce choix. À la limite qu'on puisse baisser l'impôt d'un tiers, ok. Mais là on parle carrément de ne plus payer avec la dette et ce jusqu'à 5 millions d'euros facilement. La petite anecdote est donc la personne qui a créé l'ISF, donc celui avant les filles, avait exonéré l'art de cet impôt. Pourquoi, me diras-tu ? Car sa famille avait une fortune exclusivement constituée d'art. Le mec a donc fait exonérer un pays entier pour avantager sa famille. C'est génialement cynique et horrible à la fois. Et pour une dernière petite anecdote, ce sont dans les masters en gestion de patrimoine ou droit fiscal où nous avons les profs un peu sadiques qui adorent poser une question à partir de quand on paye l'IFI. Et comme tu l'as vu, généralement les gens disent 1,3 million net, mais en réalité, il y a deux manières de le dire. C'est lorsque l'on dépasse les 1,3 million, mais on paie qu'à partir de 800 000 euros jusqu'à 1,3 million. Donc là, tu voyais la moitié de la classe dire 800 000 euros et l'autre moitié dire 1,3 million. Et le prof qui disait tout le monde a tort, c'est les deux. Et là, on avait des professeurs qui rigolaient intérieurement et la moitié de la classe dégoûtée. Voilà une anecdote de CGP quand on a été dans un des masters de droit ou CGP. Et je le rappelle, moins de 5% des CGP en exercice ont fait un master dans la profession de gestion de patrimoine ou de droit. C'est tellement peu et effrayant. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Et n'oublie jamais, cette chaîne est faite pour que tu puisses comprendre, mieux juger le gouvernement et la justice fiscale, ou pas, et que tu puisses argumenter. Les populations pourront réellement gêner les politiques quand tout le monde sera informé. Et c'est ce vers quoi cette chaîne va tourner, permettre de comprendre chaque impôt ou élément de ce type afin d'avoir les armes intellectuelles. Je veux donc participer à la démocratisation de la gestion de patrimoine et à l'évolution pour de la justice fiscale. Car être CGP et vouloir de la justice fiscale n'est absolument pas l'opposé. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Je suis gestionnaire de patrimoine, mais je milite activement pour une justice fiscale globale. Et il faut savoir que la majorité des riches moyens entre 6 000 et 20 000 euros par mois ont le même esprit. Ils ne sont pas contre de payer s'ils voient que le système est bien, type hôpitaux, services publics, justice. C'est pour ça que monter les classes moyennes contre les riches est absurde. Après, les Bernard Arnault ou Musk, c'est autre chose. Allez, je te dis à très vite.